Bonjour et bienvenue à Impact de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors je suis très content d'être là avec Philippe Gardon, qui est notre expert NFL. Salut Philippe, comment ça va? Salut Ticket, ça va super et toi? Bah, superbe, super. Bah écoute, on a pensé à une super mission parce que c'est l'automne, c'est football weather, hein. Ça a vraiment commencé. On est en plein période de NFL. Et toi, t'es notre expert dans le sens que bah t'es le MVP défensif de NFL Europe. T'es le troisième Français d'aller tenter ta chance là-bas dans la NFL, donc avec les Redskins mon équipe à moi, Carolina Panthers. Maintenant, aujourd'hui, consultant BIN. Et aussi préparateur physique pour le Stade Rochelet. Ouah, c'est un sacré introduction tout ça. Ouais, merci. En tout cas, effectivement, je fais le lien entre ces deux sports de combat collectif qui me passionnent tous les deux. Combat collectif, on met tous les gants, on se tape dessus. Bon, le foot américain, en fait, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'était, en fait, j'ai beaucoup de copains français qui me disent, ah bah, tiens, je comprends rien dans ce sport, dans les NFL. Dans le foot US. Et moi, je dis, bah, en gros, moi non plus, sur le rugby, quand j'ai découvert le rugby, c'est grâce à notre pack de potes, Théo, le grand Théo, qui m'a aidé. On a regardé un match ensemble et c'est comme ça que j'ai appris le rugby. Et donc voilà, l'objectif, c'est de passer un peu de temps sur ce sport pour donner aux fans de rugby un bon compréhension de NFL, montrer un peu les liens avec, on va dire, le rugby qui est quand même l'ancêtre, on va dire, de foot US, un peu des concepts clés et des statistiques, peut-être même à qui suivre au niveau d'équipe. Et aussi profiter de ton expertise et ton expérience. Ben, ça sera avec grand plaisir et d'ailleurs, je peux commencer tout de suite en te disant que pour faire le lien avec les fans qui, ne connaissent rien au foot américain, et de fans de rugby bien sûr, j'aimerais tout de suite dire que c'est pas vrai qu'on n'a pas le droit de plaquer un joueur sans ballon. Donc comme ça, c'est fait, je l'ai entendu des centaines de fois. On a le droit de bloquer un joueur sans ballon, on n'a pas le droit de plaquer un joueur sans ballon et ça, c'est la grosse nuance dans laquelle j'espère qu'on pourra aller, un peu plus tard. Mais arrêtons de dire des bêtises. Je l'ai entendu plusieurs fois à la télé par des experts du rugby et on n'est pas au foot américain, on n'a pas le droit de plaquer un joueur sans ballon. Ça n'existe pas au foot américain non plus. Voilà, ça Ah c'est fait. ah. Mais c'est vrai, il y a une expression que j'aime bien en anglais, c'est keep your head on a swivel. Donc ça veut dire en gros, il faut toujours tourner la tête à gauche et à droite parce que sinon il y a quelqu'un qui va venir se faire un petit bloc dans l'oreille, on va dire, et qui c'est pas très agréable quand même. Mais maintenant, les règles ont évolué dans ce sens-là pour Ah, éviter justement le blindside hit, donc le choc à champ aveugle qu'on voit pas là dans l'angle mort, justement pour protéger des commotions cérébrales. Donc encore une fois, le football américain des années 80 qu'on a vu une fois avec des chocs spectaculaires qu'on voit encore sur les highlights de YouTube, ça n'existe plus. C'est plus comme ça. bah, c'est une bonne nouvelle, surtout au niveau de protection des joueurs. Là, j'ai eu l'opportunité de parler avec monsieur Romain Poit, l'autre jour, par rapport à des nouveaux règles de rugby, cette évolution de rugby, et je suis content d'entendre que ça se passe, comme ça en NFL aussi. Ouais, je pense que de toute façon, encore une fois, j'aime les 2 sports, donc je pourrais faire le lien. Mais c'est vrai que le football américain et la NFL particulièrement est leader dans l'adaptation des règles. Ils testent des règles en pré-saison qu'ils adoptent ou pas, pour la saison régulière. Et la règle numéro un depuis qu'il y a eu de nombreux cas de dégénérescence des cellules nerveuses, suite à des multiples commotions ou mini commotions, les règles sont largement adaptées dans le sens de la protection du joueur. Bah, c'est superbe. Allez, on va passer directement à les bases, on va dire, de ce sport. En fait, c'est là où j'avais compté sur toi, Philippe. Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, comment ça fonctionne le foot US? Allez, c'est parti. On a 2 équipes de 11 joueurs sur le terrain, une équipe offensive et une équipe défensive. Et dans une même équipe, quand il y a assez de joueurs, les joueurs offensifs ne sont pas les mêmes que les joueurs défensifs. Sur plus petit niveau, ça arrive souvent qu'on appelle ça le double plateau, faire attaque et défense. Donc en soi, en ça, c'est largement différent du rugby puisqu'on a des joueurs qui sont spécifiques à l'attaque et des joueurs qui sont spécifiques à la défense. Et le but du jeu, il est pas compliqué, c'est de progresser de 10 yards. Un yard, c'est 91 centimètres. Donc, même si on veut simplifier au maximum, on peut dire 10 mètres. Ça ferait 9 mètres 91. Donc, il faut progresser de 10 yards en 4 tentatives ou moins. Si on arrive à faire ce contrat et le remplir ce contrat en moins de 4 tentatives, donc le contrat de 10 yards, on a une nouvelle série de 4 tentatives pour progresser de 10 yards. Si ce n'est pas le cas, il faut dégager le ballon et on rend le ballon à l'adversaire.
Bah, nickel, super bien expliqué. Et cette histoire des différents joueurs, des différents postes qui jouent pas attaque et défense, bah aussi, ça veut dire que c'est un sport qui est très, très spécialisé. Et on va voir ça tout de suite avec les différentes positions. Avant ça aussi, il faut dire pour marquer, en fait, il y a un touchdown qui vaut 6 points. Après, on a le choix de faire soit un coup de pied pour 1 point ou un autre jeu pour 2 points. Ouais, en fait, la conversion, si on veut comparer au rugby, parce que c'est bien là le but de notre, entretien aujourd'hui, la transformation d'après, touchdown, donc après essai, elle ne vaut qu'1 point. Par contre, le touchdown vaut 6 points. Mais à l'arrivée, ça fait quand même 7 et il y a l'opportunité effectivement de transformer à la main. Ça veut dire d'avoir un jeu supplémentaire, et ce jeu supplémentaire, s'il est réussi, il vaut 2 points. Donc, tactiquement, selon comment le match se déroule, selon si on a raté des transformations à 1 point justement, ou si on veut, gagner le match, pour X ou Y raison ou et cetera et cetera. Il y a une part de tactique dans laquelle on peut faire ça et si on veut aller encore plus loin, justement dans l'explication, on peut faire progresser le ballon par, le biais des airs, donc par une passe que le quarterback va faire, à son receveur ou par le biais du sol. Soit le quarterback garde le ballon et il court avec, soit il la donne à son running back qui est le porteur de balle. Donc ça, après les noms des postes, c'est un peu comme au rugby, il faut les apprendre. Quand on les connaît pas, c'est sûr que c'est un peu du chinois. Ouais, bah, donc on y va tout de suite dans les noms des différents postes. Donc pour moi, on va démarrer avec les plus beaux, hein. C'est ce que j'ai joué, quand j'ai joué, Foot US ici en France, chez les Modos à Asnières et les Falcons de Bron. C'est des offensive line, c'est des O-line, on dit. Donc en fait, pour moi, c'est pour un fan de rugby, si tu prends le 1, 2, 3, 4, 5 de rugby et tu les aplatis sur un seul ligne, il y a le talonneur, qui est normalement le plus petit de ce pack des 5. En fait, ça correspond au center, c'est la personne qui donne le ballon au quarterback. À gauche et à droite, il y a deux personnes qui s'appellent des guards, donc ça correspond plus ou moins physiquement aux des piliers. Et après, à côté des guards, sur les extrémités de cette ligne, il y a les tackles, donc qui correspondent plutôt aux des 4 et des 5, des deuxièmes lignes, des grands, grands gars qui sont là pour protéger le quarterback. Donc, l'objectif, en fait, de ces joueurs-là, c'est de faire un ou deux choses. Donc, tu avais dit, c'est soit un course ou soit une passe. Et donc, si c'est un course, bah, en fait, c'est de dégager des personnes devant eux pour créer un trou et avec la personne qui court avec le ballon puisse passer dans ce trou-là. Sinon, si c'est un passe, bah, en fait, il faut donner du temps au quarterback. Donc, ils vont reculer un petit peu pour faire une espèce de push, un mur un peu flexible pour permettre au quarterback les 3 secondes, allez, 3-4 secondes qu'il faut pour passer le ballon. Est-ce que ça va comme explication? Ouais, c'est super, tu as bien révisé, c'est top. Non, non, mais blague mise à part, c'est top, c'est exactement ça, j'ai pas grand-chose à rajouter, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est que et c'est de la sémantique, hein, ça veut dire c'est les mots qu'on utilise. Quand tu dis que quand c'est une course, il faut dégager la personne de devant, des fois la déplacer d'un tout petit peu ou l'influencer d'un côté pour donner un tout petit espace au porteur de balle, ça suffit. Donc des fois, c'est pas forcément, dégager ou déplacer un mec de 4-5 mètres. Des fois, c'est juste, un tout petit déplacement qui suffit à créer un trou de souris pour que le porteur de balle s'immisce. Voilà, et globalement aussi, normalement, c'est le plus grand sur le terrain et aussi, j'ose dire, le plus intelligent aussi, parce qu'ils ont pas mal de trucs à connaître. Ça, pour le coup, le quarterback, c'est censé être le plus intelligent, ouais. C'est vrai qu'il doit connaître, ce que son attaque fait, tous ses joueurs font pour pouvoir ajuster justement si jamais il y a des choses à ajuster en fonction de ce qu'il voit en face de lui et de ce qu'il pense que la défense va faire. Et Mhm. des fois, il faut aussi être assez intelligent, encore une fois, pour influencer la défense à faire croire qu'on va faire quelque chose et en fait, faire autre chose. Donc en fait, effectivement, c'est un joueur qui a un QI supérieur à la moyenne d'habitude. Est-ce que tu peux nous prendre le defensive line? C'est quoi le D-line? Donc, on a 5 joueurs sur le offensive line et en face, on a quoi? Bah, en face, on a, selon les systèmes, on a 3 à 4 joueurs de ligne défensive. Encore une fois, c'est des systèmes, qui sont adoptés par un coach, donc c'est une philosophie. Est-ce qu'on veut, défendre avec, 4 joueurs de ligne défensive et seulement 3 joueurs en deuxième rideau? Ou est-ce qu'on veut défendre avec 3 joueurs de ligne défensive qui seraient un peu plus gros, un peu moins mobiles, mais 4 linebackers, qui seraient aussi hybrides, un peu plus gros aussi, qui puissent jouer à la fois sur la ligne défensive et à la fois au deuxième rideau. Parce qu'en fait, au foot américain, tout le monde n'est pas sur la même ligne en défense comme au rugby, où on essaie justement d'avoir une ligne homogène pour pas créer différents niveaux. Le foot américain, de nature,
il y a différents niveaux et c'est ça qui rend difficile un petit peu, mais qui permet aussi la défense et défendre sur toute la largeur du terrain. C'est pas du 15 contre 15, c'est du 11 contre 11 et il faut pouvoir couvrir des passes et des courses. Donc les joueurs de ligne défensive sont, eux, la plupart du temps censés justement bloquer et boucher le ou les trous dont ils sont responsables, parce qu'il y a une responsabilité. Et ils ne doivent pas se faire bloquer dans un trou qui n'est pas le leur, parce que la- ça influence toutes les responsabilités de ceux qui sont derrière. Donc imaginons seulement deux trous. Si un joueur de ligne défensive se trouve dans un et qui se fait déplacer dans l'autre, alors que celui qui était derrière lui devait défendre dans le trou dans lequel se trouve le D-line à la fin, et il n'y a plus personne dans le premier trou qui était responsable par le joueur de ligne défensive. Alors, c'est très dur d'expliquer comme ça en podcast, sans Ouais. image. J'espère que les gens vont fermer les yeux, imaginer. Mais si tu peux faire plus facile que moi, vas-y, je te laisse. Bah, non, non, je pense qu'on devrait faire un YouTube, avec, des dessins et tout ça, ça serait pas mal. Prochaine fois, prochaine fois. Ouais, les D-line, je dirais, OK, on a le nose tackle, qui normalement celle qui est plus au centre, qui est le plus gros, le plus de kilos, sur l'équipe normalement, je dirais. Il y a notre defensive tackle et parfois les 2 end, defensive end qui fait un peu les bords de ce 2 lignes. Quand vous regardez à la télé, il y a 2 lignes de mecs qui pèsent au minimum 125 à 130 kilos, au minimum, je dirais, non. Euh, et voilà, donc c'était nose tackle, ce qui est assez ingrat en fait comme boulot. J'ai fait un petit peu de nose tackle aussi. Ben, en fait, tu as toujours deux mecs contre toi, c'est un peu Ouais, difficile tu à. dois bloquer ce trou. Encore une fois, j'ai peut-être passé un peu trop de temps sur le détail, mais en gros, un joueur de ligne défensive, il doit bloquer le trou dans lequel il est pour éviter que le jeu de course passe dans ce trou-là. Et si c'est une passe, il doit mettre la pression au maximum sur le quarterback adverse. Voilà, en gros, en simple, c'est ça. Nickel. Donc, soit être un rocher et bouge pas, ou soit attaquer le quarterback. Donc, super, on va parler directement de quarterback alors. Donc, quarterback pour moi, c'est normalement le capitaine, on a déjà dit le plus intelligent parce qu'en fait, c'est lui qui est le général sur l'attaque. Et c'est lui qui comprend tout, c'est lui qui voit tout par rapport à qu'est-ce qu'il y a devant lui dans la défense. C'est lui, il va faire un de trois choses. Soit il va reculer, il va faire un passe à l'avant à la main à un receveur ou un tight end ou à un running back. Soit il va donner le ballon à un coureur qui va courir, ou soit lui aussi, il a le droit de courir, il peut courir avec le ballon. Ouais, ou même il peut faire une passe vers l'arrière et parce que c'est autorisé. Et par contre, dans une équipe, on a droit qu'à une seule passe vers l'avant et autant de passes vers l'arrière qu'on veut. Donc Ouais. voilà. Et le quarterback, encore une fois, pour faire le lien avec le rugby, pour moi, c'est un combiné du 9 et du 10. Voilà, c'est un demi de mêlée combiné à un demi d'ouverture. Non seulement il doit exécuter les passes, mais en plus, il doit être fin tacticien. Exactement, exactement. En fait, j'avais une question là, parce que toi, tu as passé un peu de temps avec le Carolina Panthers et tu avais Jake Delhomme de mémoire Oui, comme Cajun. quarterback. Le Cajun. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette, on va dire, prestance aussi d'un quarterback dans une équipe? C'est quand même quelque chose. C'est un leader, c'est quelqu'un qui a une grande importance dans l'équipe. Ouais, c'est lui qui donne la température de son équipe en fait. Quand il est en plein doute, eh bien, on sait que l'équipe est en danger. Quand il est plein de confiance et qu'il véhicule cette confiance au sein de son équipe, on sent qu'il y a une énergie où il peut rien nous arriver. On parle de NFL. Cette nuit, il y a un match qui s'est fini il y a 1 heure à peu près. C'était les Baltimore Ravens qui ont battu à la dernière seconde les Colts d'Indianapolis. Et Lamar Jackson, le quarterback de Baltimore, a réalisé un match de dingue pour le retour de son équipe. Et en fait, quand je dis un match de dingue, il a lancé pour plus de 400 yards. Alors, je crois qu'on parlera nombre après, mais Oui. euh, il a lancé pour 4 touchdowns. C'est juste, quand ces mecs-là sont en confiance et qu'ils exécutent pour leur équipe, il y a peu de choses qui peuvent arriver à son équipe, en fait. Ouais, en fait, ça demande, bon, ça demande beaucoup d'athlétisme, ça demande une intelligence, mais aussi ça demande un caractère. Donc c'est un sacré boulot quand même, le quarterback. En face de quarterback, bah, il y a le quarterback des défenses, donc c'est toi, c'était linebacker. Je te laisse présenter qu'est-ce qu'il fait un linebacker alors. Ouais, ben, le linebacker, c'est le quarterback, tu l'as dit, de la défense. C'est lui qui est au centre de la défense. Donc, si on imagine les 4 joueurs de ligne défensive qui sont juste devant les joueurs de la ligne offensive qui protègent le quarterback, ben, les linebackers,
c'est juste environ 4 à 5 mètres derrière la ligne défensive. Il y en a 3 ou 4, encore une fois, selon les systèmes. Et lui est responsable, sa responsabilité première, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est d'aller au ballon et de faire le plaquage. Donc, c'est pas seulement la course, c'est pas seulement la passe. Souvent, on dit la responsabilité première d'un linebacker, c'est d'aller saquer le quarterback. Non, c'est d'aller au ballon. Donc, si il est impliqué s'il y a un jeu de course en face, bah, il faut aller au ballon. Donc, ça peut être un jeu de course extérieur. Dans ces cas-là, il faudra battre les blocs qui lui sont proposés pour aller au ballon. Si c'est une course intérieure, il faut aller au ballon. Et c'est comme ça qu'on me l'avait expliqué très simplement sur mon premier entraînement au Centaure de Grenoble. Euh, on m'avait dit, le foot américain en défense, c'est simple. Quand c'est une course, tu vas au ballon. Et quand c'est une passe, tu vas au ballon. Et ben, le linebacker, c'est exactement ça. Super, bah, ça me fait penser aussi que nous avons déjà fait un interview ensemble, c'est l'épisode 39, donc pour nos chers écouteurs, enfin, merci d'aller écouter ça pour comprendre un peu plus par rapport à cette histoire de Philippe Gardon et cette rêve d'aller aux States et jouer avec les NFL. Donc oui, le linebacker, quand même, oui, le général de défense, normalement quelqu'un qui aime plaquer, je pense qu'on peut dire ça. Ah, c'est un plaqueur et il faut aller au ballon. Donc, une fois que tu es au ballon, faut finir le jeu et finir le jeu, c'est plaquer. Normalement, les linebackers sont payés pour ça, pour plaquer. C'est un peu le troisième ligne du Ouais. rugby, hein, le troisième ligne L, le 6, le 7, celui qu'on ne voit que parce qu'il a plaqué 15 fois dans un match et qu'on ne voit pas faire toutes les tâches de l'ombre. Ouais, exactement. Allez, si on passait maintenant à des gens qui ont un peu plus de lumière que des O-line et D-line, c'est des skill players, on peut le dire comme ça. Il y a le running back, donc la personne qui normalement qui courir avec le ballon. Les receveurs, donc c'est les personnes qui vont faire des espèces de tracés. C'est on va dire des arrières et des ailiers qui sont rapides, qui vont faire des tracés pour s'ouvrir et pour recevoir un pass de la quarterback. Et aussi un joueur un peu hybride qui s'appelle le tight end. Et en tant que en tant que gros, chaque gros veut jouer un tight end en fait. Tight end, c'est à la fois quelqu'un qui peut être sur le offensive line, qui fait des blocs contre les gros defensive line, mais aussi qui s'échappe pour de temps en temps recevoir le ballon par un pass. Ouais, c'est ça. Bon, les skills position, les joueurs d'agilité sont ceux qui sont le plus autour du ballon. Donc ceux qui jouent avec la plupart du temps. Donc les running backs qui portent le ballon, les receveurs qui le reçoivent et les tight ends qui sont hybrides entre bloqueurs et receveurs, plus ceux qui le défendent, donc les defensive backs. Et l'un dans l'autre, souvent il y a des périodes à l'entraînement où ces mecs-là se retrouvent assez souvent pour justement faire du un contre un quand les joueurs de ligne offensive rencontrent les joueurs de ligne défensive pour faire du travail spécifique. Ben, les receveurs rencontrent les DB, donc les défenseurs contre la passe. Et tout ça, ça nous fait notre équipe à l'arrivée. Bah, parfait. Bon, j'ai parlé de arrière et allié pour les wide receivers, mais en fait, les running backs, pour moi, c'est un peu des centres dans le sens qu'ils ont un peu plus, normalement, ils ont un peu plus de muscles. Je ne suis pas sûr si tu es d'accord avec ça. Ouais, ça peut être un centre. Après, effectivement, ça peut être un premier centre un peu solide, qui porte très bien le ballon, donc un très bon porteur. Après, il y a différents types de running back. Il y a des running back lourds aussi, des porteurs lourds. Et là, ça serait peut-être des 8 qui sont un peu solides, un peu moins mobiles, mais qui, quand on appelle ça des porteurs, quoi. Dans une équipe, il te faut deux, trois porteurs. Et donc, il y a des porteurs. Et puis, effectivement, les receveurs sont plus des ailiers arrière, comme tu l'as dit. Et le joueur à l'arrière, souvent, pour moi, je le considère souvent comme un free safety, donc le dernier défenseur, le gardien de but. Oui, et je dirais juste que le tight end, cette mélange de O-line et receveur, je dirais comme c'est un peu comme un 8 dans un sens. Oui, ça peut être comme un 8, ouais, un joueur hybride qui va des fois lifter, qui va des fois sauter. Effectivement, ça peut être ça. Après, ça dépend le profil du 8, encore une fois, hein, mais tu as raison, il faut trouver le coach, sa responsabilité, c'est d'adapter son système aux joueurs qu'il a. Et une fois qu'il est. Donc la première année, il adapte son système aux joueurs qu'il a. Il est obligé quand il arrive dans une équipe. À partir de sa troisième ou quatrième année, c'est son équipe puisque c'est lui qui a fait signer les contrats. Et donc, c'est les joueurs qui s'adaptent au système puisqu'il a fait signer des joueurs qui vont s'adapter à son système. C'est pour ça que les systèmes évoluent d'une année à l'autre. Et c'est pour ça que je passe à ça maintenant parce que
moi, je pense qu'aujourd'hui, on essaye de mettre des joueurs dans des catégories et des profils. C'était très NFL pendant des années et on a montré ces derniers temps qu'il y a de moins en moins de profils quand même type. Il y a des joueurs qui font 1,75 m, 85 kilos, qui sont des superstars en NFL, des slot receveurs, des receveurs à l'intérieur, ou des corners, donc des défenseurs contre la passe. On a des quarterbacks qui étaient censés faire 2 mètres. Aujourd'hui, on a des petits joueurs de moins d'1,80 m. Et, et je suis pas trop chaud pour mettre des joueurs dans des catégories parce que c'est un peu comme le français. Il y a des règles et il y a des exceptions. Et il y a beaucoup d'exceptions en français. Et au foot américain, les postes, c'est pareil. Ouais, 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 c'est vrai. Juste pour finir sur cette idée de défense aussi, parce qu'il y a des cornerbacks, je te laisse expliquer et après, si tu peux passer un petit moment sur la différence entre un free safety et un strong safety, parce que j'essaie Ouais. d'expliquer ça à mon fils et j'espère que j'ai bien fait. Non, mais les DB, donc ce sont les défenseurs contre les receveurs. S'il y a 2 receveurs, eh ben, il y a 2 DB et s'il y a 3 receveurs, eh ben, il y en a souvent 3. Ou alors, enfin, parce qu'en fait, on essaye de matcher le personnel offensif et quand on dit qu'il y a 11 joueurs sur le terrain, c'est pas forcément, 11 joueurs qui ne changent pas. Ça peut être 11 joueurs a avec profils différents, on vient d'en parler. Donc selon les situations, sur le terrain, selon les situations de down and distance dont on parlait tout à l'heure, première tentative, deuxième ou troisième, avec des longs yards à gagner ou des petits yards à gagner, on en parlera après, je crois. Le personnel offensif change et donc en fait défensivement, le personnel s'adapte à ce que l'attaque propose. Et, et donc une fois qu'on a nos défenseurs contre la passe, les DB qui viennent matcher le nombre de receveurs, et on a souvent un free safety qui est l'équivalent du gardien de but, l'équivalent de l'arrière au rugby. Et puis, on a un strong safety qui est un joueur hybride entre un linebacker et un DB qui est censé pouvoir couvrir un receveur si jamais donc il est rapide, il est censé pouvoir couvrir un receveur comme un défenseur contre la passe, mais il est aussi censé défendre le jeu au sol comme un linebacker. Donc c'est censé être, c'est pas le joueur le plus complet parce que le joueur le plus complet ça reste le linebacker, mais selon les- le personnel offensif, on a besoin d'avoir un strong safety plus ou moins rapide ou un strong safety plus ou moins fort. Donc, encore une fois, quand on a 2 ou 3 strong safety dans son équipe, on peut avoir un package, c'est ce qu'on appelle. Voilà, on peut avoir des unités qui sont spécifiques et on dit bah, on rentre le package avec le strong safety lourd, on rentre le package avec le strong safety léger. Voilà, Donc on va essayer d'expliquer cette idée de package avec les différentes formations qu'on peut avoir, mais avant ça, juste rapidement sur les special teams. Ouais, il y en a 8 en fait au foot américain, des special teams. Il y a coup d'envoi, réception de coup d'envoi, coup de pied de dégagement, réception de coup de pied de dégagement, transformation, équipe qui défend la transformation, et le coup d'envoi court et le retour de coup d'envoi court. Tout ça, ça a des noms spécifiques, mais en gros, si on parle de changement de possession de balle où il y a un coup de pied qui est impliqué, il y a toujours une unité spéciale. Et juste pour dire que aussi les personnes qui jouent sur ces équipes, normalement, ils ont une position comme linebacker ou running back ou quelque chose comme ça. Et ils sont pas spécifiquement embauchés pour jouer special teams, sauf le botteur, en fait, sauf le kicker. Mais c'est des personnes qui jouent d'autres positions dans l'équipe. En théorie, oui, mais les jeunes finissent par rentrer dans une équipe parce qu'ils sont titulaires sur une unité spéciale et qu'ils excellent. Et quand ils excellent sur une unité spéciale, donc sur les changements de possession de balle, que ce soit sur des blocs ou sur la qualité du plaquage, et ça leur donne une chance aussi de rentrer dans l'équipe titulaire ou en tout cas dans la rotation un peu plus importante sur l'attaque ou sur la défense. Mais en théorie, tu as raison. Ils jouent tous d'autres postes, les joueurs, mais certains font des carrières NFL en ne jouant que sur changement de possession de balle. On a parlé rapidement des packages. Tu as parlé de parfois on a 4 defensive linemen ou parfois on a 3 defensive linemen avec 4 linebackers. Est-ce que tu peux parler rapidement des packages ou des formations de l'attaque, s'il te plaît? Oui, bah, en fait, c'est le même principe. Tout part du nombre de running back. Donc, on peut avoir un running back ou deux running backs, donc deux porteurs de balle, même trois. Ou alors, on peut, et c'est combiné avec le plus souvent, aujourd'hui, dans les attaques d'aujourd'hui, on a trois receveurs, un tight end et un running back.
Ça, c'est la majorité du temps, c'est comme ça. Mais des fois, on peut avoir 2 tight ends et du coup, on n'a que 2 receveurs et un running back. Mais toutes les combinaisons sont possibles et imaginables. Donc en fait, si jamais vous regardez un match à la télé et qu'on dit personnel 21, par exemple, le premier numéro, c'est toujours le nombre de running back et le deuxième, c'est le nombre de tight ends. Donc si on est en personnel 10, ça veut dire qu'on a un running back, 0 tight end et donc, de fait, 4 receveurs. Voilà, donc ça peut être personnel 20, c'est 2 running backs, 0 tight end, donc 3 receveurs. Ou alors empty, c'est-à-dire qu'on n'a pas de running back derrière le quarterback et c'est que des receveurs qui sont partout. Donc il y en a 5 receveurs généralement et là, il y a 5 receveurs éligibles. Ouais, super, mais ça montre aussi côté tactique, bah, ça change tout en fait. Si on a 2 running back ou on a 0 running back, pour la défense, ça change tout. Disons que 2 running back, l'attaque peut très bien dire: «Écoute, on est fort au sol, on va venir te chercher à la course, tu sais ce qu'on va faire, on va voir si tu as beau savoir ce qu'on va faire, on va mieux exécuter que ce que toi tu vas exécuter et on va te marcher dessus». Des fois, Mmh. c'est le message. L'autre message, quand il y a pas de running back du tout, bah, tu sais que c'est une passe. Je te le cache pas, il y a personne il y a le quarterback qui peut encore courir, mais en gros, il y a 95 de chances que ce soit une passe. Tu sais que ça va être une passe, à toi de bien le défendre. Ouais, et parfois aussi, on peut démarrer par une chose où on a 2 running back et un tight end et après ça peut changer complètement parce que ça s'appelle un audible en fait, où l'attaque avant de commencer le jeu, bah, il change les déplacements des joueurs, en fait. Et donc là, du coup, la formation change, mais le personnel reste identique. Et donc, encore une fois, si on essaye en défense de matcher le personnel, c'est-à-dire combien de running back, combien de tight end, combien de receveurs, même si la formation change, ça va changer au niveau tactique, mais sûrement pas au niveau des habilités des défenseurs si les coachs ont bien fait leur devoir et ont bien appelé le bon package défensif qui matchera la formation, le personnel offensif. Allez, si on parlait un tout petit peu des différents jeux, la meilleure façon d'apprendre vraiment, c'est soit regarder beaucoup de vidéos sur YouTube ou de jouer au Madden, parce que Madden, c'était un très bon moyen, je pense que tous les joueurs de foot US, en France, ils jouent au Madden, n'est-ce pas? Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui jouent pas, tu as raison. Allez, dans les courses, on veut juste très simplement, soit il y a des courses à l'intérieur, à gauche ou à droite, du center, soit il y a des courses à l'extérieur, ou soit il y a des feintes de course, ou soit il y a des feintes de passe qui devient une course. En fait, il y a énormément de possibilités et d'où toute la complexité, de ce sport, en fait. Ouais, tu as raison. Alors après, si tu veux, on peut aller un peu plus loin dans la précision de tout ça. Un jeu à l'intérieur, ça veut dire que c'est un jeu qui se passe à l'intérieur des 5 joueurs de ligne offensive dont tu as parlé tout à l'heure. Un jeu à l'extérieur, c'est un jeu qui se déplace, qui va aller à l'extérieur du dernier joueur de ligne offensive. Donc ça, c'est la première chose. Après, si on imagine 5 joueurs les uns à côté des autres, il suffit de mettre sa main devant soi. Il y a forcément il y a les trous qui sont à l'extérieur et puis il y a les trous du milieu. Et les trous du milieu, bah, il y en a 4 d'office. Et donc, il y a toujours un côté fort en attaque. Le côté fort, c'est le côté où il y a le plus grand nombre de joueurs souvent. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on entend parler de course côté fort ou de course côté faible. On court du côté fort quand on court du plus grand nombre de joueurs et quand on fait une course côté faible quand on court du côté le plus faible de joueurs. Donc voilà, et en essayant d'être le plus clair possible, encore une fois, c'est ce que je peux faire là. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que dans les bars, à l'époque, quand j'étais aux États-Unis, il y avait un super jeu que tu pouvais jouer. C'était en fait, tu choisissais où tu pensais le ballon, allez, tu pensais par exemple, tu misais, 100 points pour que c'était un course à gauche, à l'extérieur ou c'était un passe à droite au milieu et en fait, ce truc-là était magnifique parce que ça t'engageait vraiment c'était comme toi le coach pour en fait de dire: «Bah, moi je pense qu'ils vont faire ça» et je vous invite nos chers écouteurs, nos chers auditeurs d'essayer de faire de même. Quand vous regardez un match, de dire, OK, tiens, par rapport à cette position et par rapport au nombre de personnes que je vois sur l'écran, il y a 2 running back. Est-ce que c'est pas plutôt un course? Tiens, est-ce que c'est plutôt côté fort où il y a plus de personnes? Ou est-ce que c'est côté faible où il y a moins de personnes? Et donc ça, c'est un bon moyen, on va dire, on va dire d'être déjà un peu plus engagé dans le match et aussi d'apprendre un petit peu pourquoi ils vont appeler certains jeux. C'est vrai que se mettre à la place d'un entraîneur et des situations, ça aide à comprendre. Après, le plus dur, déjà, c'est de savoir est-ce qu'on ferait une passe, est-ce qu'on ferait une course? Et avant de savoir si elle est à droite et à gauche, parce que
Le truc, c'est que s'il y avait un remède et une recette qui était toute faite sur: «Il faut faire ça quand on est comme ça et il faut faire ça quand on est comme ça», tout le monde saurait comment le défendre. Et donc en fait, là où on dit que les meilleurs coachs sont ceux qui font qu'on a ce qu'on n'attendra jamais. C'est-à-dire: «Mais c'est impossible, c'est comment on a pris cette dé comment il a fait pour prendre cette décision?» Bah, justement parce que personne s'y attendait, ça a marché. Et c'est aussi le jeu. Des fois, on dit: «Mais pourquoi il a pris cette décision? Tout le monde savait que ça ne marcherait pas». C'est une question d'exécution. Et donc il faut trouver le juste milieu pour un entraîneur, que nous sommes à nos heures perdues devant derrière notre télé sur un canapé, entre c'est ce que j'aurais fait, mais en fait, est-ce que l'entraîneur qui est lui sur le terrain, il a le personnel pour le faire? Parce que, l'exécution reste, le maître mot. Donc il y a sûrement des choses qu'il voulait faire pendant la semaine, l'entraîneur, et qu'il n'a pas réussi à mettre en place pendant la semaine, ça n'a pas marché. Ils ont dit: «Bon, bah, ça, tac, tac, on laisse tomber, on l'enlève du plan de match et on va faire ça autrement». Et c'est un exercice très intéressant que tu proposes aux auditeurs, là. Et tiens, j'aimerais bien faire un truc ensemble où là, on va faire une série ensemble où je te remis sur le terrain avec ton casque et tes épaulières et tout ça. Tu vas jouer linebacker comme ton, Mmh. ton poste. Et je te décris une situation et si tu peux nous dire, mais tiens, qu'est-ce qui me traverse l'esprit en tant que linebacker? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je regarde? Allez. Et là, on est sur une situation, on est sur le 20 yards, 20-yard line, de ton côté. En fait, l'équipe est proche de marquer. On va dire c'est first and 10, donc ça veut dire c'est première dans un série avec 10 yards à faire. Et c'est en formation avec deux running backs face à toi. Donc un tight end et deux receveurs. Donc toi, en tant que linebacker, qu'est-ce que tu fais en amont du jeu? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Bah là, du coup, on n'a que 20 yards à «protéger» entre guillemets, donc les espaces se resserrent pour le quarterback. Créer de la confusion sur, là où on s'aligne pour arriver, à être aligné là où tu dois être au moment du snap du ballon, donc au moment du départ du ballon, c'est très important. Arriver à créer de la confusion pour le quarterback, ça c'est important. Avec, 2 running backs, il y a 2 façons de voir les choses. Soit ils veulent, courir en première tentative, ils restent, un peu conservateurs, et dans ces cas-là, toi tu penses, faire rebondir le ballon du côté de ton aide. Donc si tu es selon la couverture dans laquelle tu joues, encore une fois, c'est de la tactique, hein, et si on va dire que si on est en couverture 1, donc homme à homme, je vais faire rebondir le jeu, à l'intérieur si jamais il y a une course avec 2 porteurs. Si j'étais en couverture 2, par exemple, je ferais rebondir le jeu à l'extérieur parce que mes aides sont à l'extérieur. Donc toujours savoir où est-ce que se trouve mon aide. Et puis penser que des fois, avoir 2 running backs, c'est aussi pour protéger son quarterback, donner un peu plus de temps à son quarterback parce qu'il y a un très bon receveur. Donc s'il y a un très bon receveur, où se trouve le très bon receveur? Et du coup, si je reconnais passe tout de suite, peut-être orienter les yeux ou influencer la défense vers du côté de ce très bon receveur-là quand on pense passe. Ok, superbe. Et donc là, il y a le quarterback qui dit hot et tu vois que, tiens, il y a un running back, il y a un fullback, ça s'appelle, c'est un premier running back, normalement le plus grand entre les deux, qui vient vers toi pour te bloquer. C'est un course qui s'appelle un 34 ISO. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Si c'est couverture 2, je prends, l'intérieur du fullback pour faire rebondir le jeu à l'extérieur parce que je sais que j'ai un safety qui va descendre la pente et qui va faire le plaquage. Si c'est couverture 1, je sais que mon aide est à l'intérieur, donc là je prendrai le 1er, porteur du côté de son épaule extérieure pour faire rebondir le jeu à l'intérieur, pour qu'il y ait pas de chance pour qu'il puisse parce que j'ai personne qui va pouvoir faire le jeu à l'extérieur. Superbe. Donc tu réussis à faire le plaquage pour 3 yards. Donc c'est un course qui a gagné 3 yards. Pour la défense, c'est plutôt une victoire. Oui et non, parce qu'il y a 4 tentatives pour gagner 10 yards. 4 fois 3, ça fait 12. S'il joue les 4 tentatives, c'est première tentative. Donc, euh, c'est mieux que 4 yards, mais c'est moins bien que 2. Voilà. Donc, on démarre le deuxième second and seven. Donc, ça veut dire qu'ils ont 7 yards à faire pour avoir un nouveau contrat, comme tu avais dit. Là, tu vois qu'un seul running, un tight end et trois receveurs, tous ensemble sur le côté. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Si c'est le côté ouvert, je pense qu'ils veulent isoler peut-être le receveur côté tout seul. Donc on met notre meilleur corner sur le receveur qui est tout seul et on dit que côté du terrain-là, on s'en occupe pas si c'est une passe.
Heu et de l'autre côté, je pense, à un jeu d'inondation. Ça veut dire qu'il y a 3 joueurs, tu m'as parlé du même côté, donc je pense que les 3 joueurs, j'imagine tout de suite, à 3 joueurs à 3 niveaux différents et que le quarterback va choisir le niveau qu'on n'aura pas choisi de défendre. Donc si on choisit de défendre la end zone, eh ben, il choisira le tracé le plus court pour que le laisser s'exprimer derrière, puisque c'est le seul qu'on n'a pas couvert. Ou si on fait une erreur d'exécution de tactique, bah, il ira chercher soit le touchdown, soit le niveau intermédiaire. D'accord. Et là, tu as noté que ton coach t'appelle pour faire un blitz. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est un blitz? Bon, un blitz, c'est un joueur supplémentaire qu'on implique sur la pression sur le quarterback. Donc, c'est simple, si c'est une passe, il y a déjà 4 D-line qui sont censés être impliqués sur cette pression sur le quarterback adverse. Et un blitz, c'est un joueur supplémentaire. Donc, ça peut être un blitz du linebacker, comme tu viens de le dire. Et dans ces cas-là, au lieu d'en avoir 4, il y en aurait 5. Et ce joueur qui est impliqué sur le blitz, selon les tactiques, la plupart du temps, il n'a aucune autre responsabilité que d'aller de tenter de faire un plaquage sur le quarterback adverse ou de couper la trajectoire du ballon de monter sur la trajectoire où le quarterback va lancer le ballon et de lever les bras pour essayer de dévier la passe. Ou encore une fois, et je dis encore une fois parce que évidemment, plus on va loin dans les niveaux et plus il y a des ajustements à faire, on est impliqué sur un blitz jusqu'au moment où il y a le porteur du balle qui doit sortir. Donc en fait, si c'est ça sa responsabilité, eh bien, normalement, le porteur de balle, s'il ne nous respecte pas, on est censé pouvoir aller quand même au quarterback, parce que lui, il est censé le protéger, le quarterback. Donc, c'est toujours une question d'appréciation et les entraîneurs vont te dire une chose, ils vont te dire une chose, ils vont te dire fais ce que je t'ai dit et si tu fais ce que tu veux, tu as plutôt intérêt à ce que ça marche parce qu'autrement, c'est ta faute. Sinon, c'est grâce à moi. Là, je pense qu'il y a quand même, beaucoup d'options. On voit juste par, quelque chose qui semble simple comme blitz, bah, je vais plaquer le quarterback. Bah, en fait, c'est Voilà. pas si simple que ça. Non. Allez, on va dire que le quarterback a réussi de lancer sa passe. Il a gagné 5 yards à un receveur. Donc là, c'est third and two. Donc ça veut dire troisième tentative, 2 yards à faire. Il y a un running back, 2 tight ends et 2 receveurs. Qu'est-ce que ça te dit ça? Bah, c'est un jeu, c'est une formation qui est très équilibrée. Je me dis qu'ils peuvent courir et passer. Il faut qu'on soit très solide sur le jeu à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de gros, mais pas se faire enfermer qu'à l'intérieur pour qu'on puisse nous déborder. Donc en gros, là, il faut être très agressif et scotcher les joueurs sur la ligne offensive parce que si c'est une passe sur un tight end par exemple, mais qu'on a réagi comme si c'était une course et qu'on gèle les joueurs sur la ligne offensive, le quarterback, il n'aura pas la place pour lancer son ballon. Donc, on a droit de geler c'est-à-dire les geler, c'est les tenir, Mmh. euh, mais pas à n'importe quel prix et pas. C'est-à-dire qu'il faut que les mains soient sur le plastron, entre les épaulières et dessous les pecs. Interdit d'avoir les mains derrière les épaulières, interdit d'attraper un maillot quand quelqu'un s'en va, parce que ça, c'est un holding. Défensif aussi, ça existe. Et donc, moi, tout de suite dans ma tête, je me dis, il faut qu'on soit très agressif sur la ligne de départ du ballon, la ligne de scrimmage. Bah, écoute, ça paye parce qu'il a réussi de faire sa passe, mais que pour un petit yard. Maintenant, on est fourth and inches et on dit toujours que le foot américain, c'est un jeu de millimètres, hein. C'est vraiment des inches qui comptent. Fourth and inches, two tight ends, two running backs. Toi, tu es préparé à faire quoi? À défendre le jeu au sol de bulldozer, soit par un des deux running backs, soit même par le quarterback qui garde le ballon, qui s'appelle un QB sneak. Et là, c'est avoir les épaulières en dessous des épaulières de son adversaire, donc être plus bas que celui qui est en face de toi. Ouais, nickel. Donc voilà, donc vous avez réussi de stopper le quarterback et en fait maintenant ça change de main, ton travail est fini, tu vas sur le sideline et il y a l'équipe d'attaque qui vient. Qu'est-ce que tu fais en fait lors de ce moment quand tu es sur le sideline? En fait, tu es quand même occupé, tu as des choses à faire. On a quand même pris une série offensive qui nous a amenés sur nos propres 10 yards. Ça veut dire qu'il y a tout qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On fait un retour, quand on est en NFL, c'est un retour sur iPad avec image ou vidéo à l'appui.
voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu aurais dû faire, voilà la communication qu'on aurait dû, avoir, heu, quelles sont les erreurs qu'on a fait, comment on va ajuster notre prochaine série défensive pour qu'ils ne puissent pas exploiter les mêmes, faiblesses ou éventuellement tout a marché, mais de se dire qu'il y a des joueurs qui sont complémentaires et que si jamais eux voient que ce mec-là était tout seul, bah, il faut qu'on règle ce problème. En fait, on règle tous les petits ajustements qu'on doit anticiper ou régler. Ouais, c'est ça, c'est un ajustement, permanent. Bon super, merci de nous éclairer tout ça. Je pense que c'est intéressant de le voir avec ta vision de joueur, c'est chouette. Je te remercie. Écoute, si on parlait des équipes, parce que vraiment, moi je trouvais, en venant ici en France, c'était pas forcément facile de savoir, OK, quelle équipe de rugby, me plaît, parce que bon, j'avais pas l'historique de toutes ces différentes équipes de rugby. Et je peux comprendre aussi pour des fans de NFL, ils ont pas forcément, des historiques ou ils savent pas en fait, qui sont ces équipes-là. En fait, il y a 32 équipes, donc c'est comme le pro des deux et le top 14 ensemble. Déjà, il y a beaucoup d'équipes. Ils ont des jolis casques et tout. Pour toi, est-ce que tu es AFC ou NFC? Je suis plus NFC. NFC, je suis plus NFC pour, plein de raisons. La première, c'est les San Francisco 49ers, qui est NFC Est. Non, la deuxième, c'est San Francisco 49ers parce que Joe Montana, parce que Jerry Rice, même si quand on connaît pas le foot américain, on a entendu parler de certains de ces joueurs. Je suis plus NFC à cause de mon premier match que j'ai jamais regardé où c'était les Green Bay Packers qui jouaient. Je suis plus NFC parce que j'ai joué dans deux équipes NFL et c'était deux équipes NFC. NFC all the way. Yeah, yeah, me too. Faut expliquer aussi AFC et NFC, en fait, c'est 2 conférences où il y a 16 équipes dans chacun et normalement, on a tendance d'être, pour un ou pour l'autre et je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis NFC aussi. Donc là, c'est marrant parce qu'on tu parlé de 2 équipes qui sont plutôt old school, 49ers, yeah, Joe Montana, great, Jerry Rice, the Green Bay Packers aussi, je mettrais peut-être les Cowboys, Ouais, bah, de Dallas. America's Team, c'est sûr que c'est l'équipe, qui qui a été adoptée par, les Américains. C'est celle qui génère le plus grand nombre d'audiences, aux États-Unis. C'est ouais, c'est évidemment que les Dallas Cowboys restent une entité, incontournable du foot américain. Ouais et je dirais pour finir un peu cette idée de old school, je mettrais, The Bears. The Bears, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, De tu Chicago. Bears avec, les défenses extraordinaires des années 80 et puis, j on peut même, après c'est AFC, mais on peut rajouter quand même les Pittsburgh Steelers. Mmh. Oui, c'est vrai. On a aussi parfois des équipes un peu bad boys, si on aime ça. Donc, moi, je mettrais aussi le Pittsburgh Steelers. Ils ont un peu l'impression d'être des bad boys. Les Ravens aussi, avec les sacrées défenses. Bad boys, nous aussi, normalement, ça veut dire hyper rugueux en défense. Raiders aussi, pourquoi pas. Ouais. Est-ce que tu as d'autres que tu mettrais dans cette histoire de bad boys du footem? Non, 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 tu viens de les nommer, les bad boys, c'est souvent des équipes qui sont centrées autour d'une défense, très, 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 très solide et peut-être qu'il y a quelques années, la Legion of Boom de Seattle, était considérée comme ça. Les Ouais. défenseurs, intraitables de Seattle qui les ont amenés au Super Bowl d'ailleurs et qui les ont fait remporter un Super Bowl. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais et parfois, il y a des équipes un peu maudites aussi qui n'ont pas gagné grand-chose depuis longtemps. Les Dolphins de Miami, Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, Detroit Lions, c'est des équipes qui, bon, qui galèrent, on va dire. Parfois, ils ont des bonnes saisons, mais normalement, non. Ouais, tu tout dit, j'ai pas envie de développer sur celle-là. On les aime bien quand même. Allez, pour finir, Pas toutes. pour finir, je te pose quelques petites questions et je te laisse partir après. Déjà, merci beaucoup pour, d'être là avec nous. Pour toi, le meilleur nom, l'équipe avec le meilleur nom? C'est une bonne question. Moi, j'aime bien, les Pittsburgh Steelers. Yeah. Je trouve que c'est un très beau nom. Heu, je veux dire, c'est l'équipe d'acier, quoi. Je veux dire, ça a du sens, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais Meilleur les San Francisco 49ers, je sais là aussi, je trouve que ça tape, mais je sais pas si je suis un peu influencé avec, ce que je t'ai dit tout à l'heure, Joe ouais. Montana. 49ers aussi, pour expliquer, c'était les Gold Rush de 1849 où en fait, tout le monde partait de la côte est pour aller vers la côte ouest pour Ouais. découvrir l'or. Allez, le meilleure couleur, l'équipe avec les meilleures couleurs. Bah, je suis au Stade Rochelet aujourd'hui, c'est noir et jaune, non?
Ouais, tu vas C'est les rester avec les Steelers. Steelers. Ouais. D'accord, bah, c'est très bien. Meilleur casque? Les Carolina Panthers. Ouais, that's a nice one, yeah. I gotta j'aime bien aussi, Non, le j'aime bien les Minnes Tampa Bay Buccaneers, ouais, excuse-moi, c'est mais les Bucks, je trouve qu'ils sont c'est joli. ça dégage, ouais. Enfin, c'est marrant parce que dans les années 80, c'était un espèce de orange super moche et mais après, ils ont changé, ça devient vraiment quelque chose. Mmh. Pour moi, le meilleur casque, c'est aussi les Vikings avec ces espèces de cornes sur le Ah ouais, sur le côté, ouais, c'est ouais. pas mal. Meilleur logo pour toi? Bah, moi, je trouve que ça va avec le casque, en fait, je trouve que les Bucks, ils ont un superbe logo, quoi. C'est des pirates qui vont à l'abordage, et ils y vont, enfin, ouais, franchement, ça je trouve que ça tape Ouais, je peux mettre les Raiders, avec ça aussi. dans cette catégorie-là, ouais. Ouais, pour toi, l'équipe à regarder pour cette année? Franchement, je suis surpris et c'est pas parce qu'ils sont à 5-0, mais je suis surpris par les Arizona Cardinals, qui sont très, très forts. J'avais mis une pièce, au sens figuré du terme sur, les Bills, qui ont eu un match de moins bien, mais qui sont en train de montrer va falloir compter sur eux. Les Buccaneers, restent, de très, 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 très gros clients. Et pourquoi pas la surprise, 2 surprises du côté, d'une conférence très, très compétitive, mais les Los Angeles Chargers qui vont être, là aussi avec les Raiders de Las Vegas, qui sont devant aujourd'hui les Kansas City Chiefs, l'ogre, de ces dernières années en NFL. Ouais. Et j'en mettrai une dernière parce qu'il en faut quand même pas mal, pour plaire à tout le monde. Non, mais la deuxième équipe de Los Angeles qui reste, les Rams, qui reste, une équipe, ouf, il va falloir les battre quand même parce qu'il faut pas oublier qu'il y a 2 ans, ils étaient au Super Bowl ceux-là. Bah, écoute Philippe, merci énormément pour tout ce temps passé, pour toute cette expérience, partagée avec nous. J'espère te voir très vite, sur les écrans de beIN et je te souhaite un super saison avec La Rochelle. Merci beaucoup Ticket, merci beaucoup pour l'invitation, au plaisir. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette interview avec Philippe. Un grand, grand merci à lui de nous faire profiter de son expérience ici à Pack de Potes. J'espère que ça vous a aidé, c'est les personnes qui aiment le rugby, à mieux comprendre le foot US, un peu le lien avec ce sport. Nous avons dit que nous allons parler rapidement des stats, des statistiques, parce que nous, les Américains, on aime bien les stats dans tous les sports qu'on a. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, ça m'aide à mieux comprendre le jeu en général. C'est quelque chose que je recherche un peu dans le rugby aussi. Donc ça va être très, très général et très vite. Alors, les stats. Alors, pour le quarterback, en fait, qu'est-ce qui est important? Bah, c'est le nombre de yards qu'il fait. 300 dans un match, c'est déjà pas mal. 400, c'est superbe. 500, c'est incroyable. Des touchdowns et des interceptions. Donc, des interceptions, c'est bon. Touchdown, c'est quand il marque. Et les interceptions, c'est quand il passe le ballon aux mauvaises équipes. Donc, il faut avoir plus de touchdowns qu'interceptions, bien sûr. Et il y a quelque chose qui s'appelle un quarterback rating. En gros, c'est un chiffre qui est un mélange de plein de statistiques différentes. Si c'est plus de 100, c'est pas mal. Si c'est 115, bah, c'est très, très bien. Donc voilà, rapidement pour le quarterback. Pour les gens qui courent, donc les running backs et parfois les quarterbacks aussi, il y a des yards, donc c'est combien de mètres ils ont progressé dans la saison et dans le match. Donc déjà, 100 par match, c'est très très bien. Et il y a aussi le moyenne. Si par exemple un running back il a plus de 4 yards chaque fois qu'il touche le ballon, bah, c'est plutôt très très bien. Après, il y a bien sûr le touchdown, le nombre de fois qu'il marque, mais aussi des fumbles. Donc, fumbles, c'est quoi? Bah, c'est quand il lâche le ballon ou quelqu'un, un défenseur est venu l'attraper et il a perdu le ballon et le ballon passe à l'autre équipe. Donc, pour les receveurs, bien sûr, il y a des catches, le nombre de fois qu'il attrape le ballon. Ensuite, on a des targets, c'est le nombre de fois qu'il était visé ou le quarterback a lancé dans sa direction. Il y a les yards total de l'année, mais aussi yards per game, comme les coureurs. Si on fait plus de 100 par match, c'est déjà très bien et yards per catch. Donc déjà, si on fait vingtaine de yards, je pense que chaque fois qu'on attrape le ballon, c'est très bien aussi. Il y a bien sûr les touchdowns et les fumbles aussi. Pour la défense, qu'est-ce qui est important? Bah, c'est de plaquer. Donc, on va voir si on a des plaqueurs avec plus de 10 tacles dans un match, c'est très bien. Après, on a les sacs. Donc, nous avons parlé avec Richard Tarditz, qui était connu à the University of Georgia comme le sac. Donc, c'est qu'on plaque le quarterback pour un perte de yards avant qu'il puisse lancer le ballon vers l'avant. Et si on a un sac dans le match, c'est très, très bien. Ensuite, bon, bien sûr, il y a des fumbles, comme nous avons déjà parlé, où on a réussi à arracher le ballon de l'attaque, et les interceptions, quand on chope le ballon lancé par le quarterback. Donc voilà, rapidement, un peu des statistiques. Vous pouvez découvrir ça sur des sites de NFL ou ESPN et tout ça. Il y a aussi Touchdown Actu, qui est un bon ressource pour tout ce qui est foot US en France.
J'ai noté qu'on n'a même pas eu le temps pour parler de Super Bowl. Le Super Bowl, en fait, c'est le champion de AFC, donc une conférence de ces équipes, des American Football Conference, et le champion de NFC qui joue le dernier match de la saison pour voir qui est le meilleure équipe de la saison. Donc voilà, ça c'est le Super Bowl. Donc on a beaucoup parlé d'un sport américain, mais en français. Là, c'est un Français qui va nous parler de rugby, mais aux États-Unis. Voici un de nos écouteurs, Benjamin Blanc, qui nous a contacté pour dire qu'il aimait bien notre podcast. Et c'est super parce que je me demandais qui nous écoutait aux States. Donc là, j'ai découvert aussi qu'il a monté une école de rugby dans le Wisconsin. Voici son témoignage. Pack de potes, terrain 10. Bonjour Thierry, alors comme prévu, je t'envoie une petite carte postale sur mon expérience sur le rugby aux États-Unis, le rugby grassroots, comme on dit ici. Donc j'ai en fait moi personnellement joué ici aux États-Unis entre 2002 et 2007. Et puis rapidement en 2006, j'ai décidé de créer une école de rugby pour introduire le sport aux enfants de 6 à 14 ans et également pour améliorer la qualité des joueurs qui allaient jouer dans notre équipe high school. J'ai commencé en 2006 avec 10 enfants et maintenant j'en ai une centaine après 15 ans, donc ça porte ses fruits. On a beaucoup de nos joueurs qui jouent maintenant en high school, certains même qui jouent dans plusieurs universités autour des États-Unis. Et puis un petit peu un point d'orgue, on a eu un joueur qui cette année, au printemps, a été drafté par les San Diego Legion et qui va signer son premier contrat professionnel. Voilà, donc une petite carte postale de Fond du Lac dans le Wisconsin. Et encore une fois, bravo pour ton podcast que je suis assidûment. Donc, si vous ne savez pas quelle équipe de MLR à soutenir, c'est de San Diego Legion. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce témoignage. Et aussi, merci pour le travail que tu fais pour le rugby aux États-Unis. Je trouve ça vraiment super et c'est super de voir le fruit de ton travail. N'oubliez pas, nos chers écouteurs, de faire comme Benjamin, de nous contacter sur Instagram, Facebook et Twitter. Merci de nous laisser un petit review sur Apple Podcast. Nous allons les lire dans le début de l'épisode. Partagez nos épisodes avec votre famille, vos coéquipiers. Ça nous permet à grandir. Et voilà, c'est tout. Retour avec le pack en 2 semaines pour parler de notre 15 de France adoré et la tournée de novembre. Allez, ciao, ciao, bon rugby.